Et si vous lui aviez demandé son numéro? Et si Satoshi streamait du hot tub? Et si Chuck Norris devait mourir? Et s'il s'appelait les 5 minutes du petit coin? Et si Teddy Riner était en fait un Et danseur? si Papa Johnny était en Et vie? si Hitler était juif? Et si on arrêtait de dire et si? Et si la bière n'existait pas? Et si on avait la même maman? Et si Bitcoin évitait le gaspillage? Je me présente, je m'appelle Rémi, plus connu sous le nom des 5 minutes du coin, et je suis en compagnie de Thomas, alias Profit du Stream, qui m'accompagne pour répondre à cette question. Bon allez Thomas, tu peux te confesser, c'est quoi la dernière chose totalement inutile que t'as acheté? Bah écoute Rémi, pour être tout à fait honnête, si on n'a pas fait le dernier podcast il y a 2 semaines, c'est justement qu'il y avait le début des soldes. Et qui dit solde, dit réduction. Et qui dit réduction, dit achat compulsif. Allez, je regarde autour de chez moi, dans ma salle. Ouais, j'avoue, j'ai acheté 2 jeux de société qui sont pas encore déballés. Un Codenames et un The Game. Et effectivement, j'avoue, j'ai un petit peu abusé. Alors peut-être que je m'en servirai dans les mois ou années futures, ou peut-être pas. Mais c'est vrai que quand on parle de gaspillage, il y a un point qui est essentiel, c'est le fait d'acheter des choses qui nous servent réellement. Toi, c'est pareil, Rémi. Ah bah honnêtement, c'est tout comme toi, j'ai aussi des jeux de société qui sont encore sous blister. On se dit ouais, on va passer une bonne soirée avec ce truc et tout. On le met sur une étagère et il dort là jusqu'à ce qu'on le jette en fait. C'est limite ça, j'en ai un, je sais que je vais jamais y jouer et que peut-être qu'il va finir à la poubelle ou alors quand même pas à la poubelle, il est neuf, je vais peut-être le donner ou le revendre, j'en sais rien, mais bref. En tout cas, je l'ai acheté, donc j'ai consommé et je m'en suis pas servi du tout. Et donc, ça a été inutile. Alors quand on se parle de gaspillage, il y a de plus en plus, on va dire, entre guillemets, un courant de pensée qui est le fait d'acheter uniquement des choses qui nous sont nécessaires. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives plutôt bien à appliquer, ça? Ouais, franchement là, depuis, c'est con, hein, mais depuis que je m'intéresse à Bitcoin, je prends conscience, je trouve que ouais, s'intéresser à Bitcoin, ça te fait prendre conscience de la valeur de l'argent encore plus, même si je l'avais déjà quand même avant, mais ça te fait prendre conscience de la valeur de l'argent et aussi donc de l'inflation et de ton pouvoir d'achat, de ta baisse ou augmentation de pouvoir d'achat en fonction de la politique monétaire qui est en cours. Et là, ça fait vraiment ouvrir les yeux sur ça et de se dire, bon, mon argent, est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter des jeux de société ou peut-être des fringues alors que j'ai déjà 40 t-shirts, j'en ai vu un autre. Ou de la nourriture, finalement? La nourriture, ça reste quand même, on va dire, de première nécessité. Après, il faut éviter le gaspillage alimentaire, mais je pense pas que ce soit... Tu vois, qu'on soit dans une société de consommation ou non, tu vas quand même toujours te nourrir. Ça, c'est obligatoire. Ah oui, se nourrir bien sûr, mais après, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, et puis il y a encore quelques années, c'était mon cas, qui achetaient plus que nous en avions besoin, et aussi de moins bonne qualité. Donc c'est pour ça que je parle aussi de courant de pensée, entre guillemets, parce que finalement, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Mais par rapport à ce que tu es en train de dire, tu veux dire par là que Bitcoin t'a permis d'éviter petit à petit le gaspillage? Exactement, c'est le titre du podcast. Mais c'est clair que quand tu rentres dans le terrier du lapin et que tu t'intéresses à ça, bon, déjà, tu as envie de stacker de plus en plus de sats, donc t'as pas envie de mettre 50 balles dans un jeu de société qui va rester sur une étagère. Tu te dis, je préfère mettre 50 balles dans Bitcoin tous les mois et ça me servira plus tard, quoi. Et c'est ça qu'incite à faire Bitcoin. Alors que le système monétaire actuel, il met en avant la croissance effrénée et la consommation. Donc le court terme, il incite pas du tout les gens à épargner parce que quand tu reçois ton salaire, tu préfères limite le dépenser. Sinon, tu vois tes sous de côté grignoter petit à petit par l'inflation. Donc t'es pas du tout incité, et que ce soit conscient ou inconscient, parce qu'il y a des gens qui s'en rendent pas compte, mais en fait ils le font malgré tout parce que l'argent se dévalorise et peut-être qu'ils réalisent pas que c'est pour ça. Et bon, après il y en a aussi sûrement qui réalisent rien du tout et juste qui aiment dépenser leur thune, hein, Tout bon, à fait. forcément. Bah, c'est souvent ce qu'on voit, en tout cas, c'est l'image qui ressort des Américains, enfin aux États-Unis, qui consomment énormément, qui n'en ont rien à faire et qui profitent vraiment du présent plutôt que de réfléchir au gaspillage, à l'écologie, au futur, etc., etc. Surtout qu'en plus le système dans lequel on est actuellement, donc avec ce qui est un système de dette et qui permet donc, on va dire, de pénaliser les générations futures pour profiter d'un présent un peu plus cool, entre guillemets, de pouvoir consommer, c'est un système déjà qui est court-termiste
et ça va être très compliqué d'en sortir parce que là, on a habitué tout le monde à pouvoir avoir tout ce qu'il voulait quand il voulait, quasiment, hein, c'est presque ça. Alors oui, tu vas pas pouvoir t'acheter une Lambo quand tu veux, mais par contre, enfin, tu vois, il y a plein de denrées alimentaires un peu plus rares que maintenant c'est super accessible. Même une voiture, ça reste accessible. Monsieur tout le monde avec un SMIC peut prendre une voiture en crédit ou quoi. En gros, ouais, à peu près toute la grande consommation, elle est devenue accessible à tout le monde par ce système de dette. Système qui pourtant n'a aucun sens, puisqu'en fait, en réalité, aux États-Unis, je crois qu'il y a un panneau qui s'affiche en direct. Alors, je sais plus si c'est à Wall Street ou autre, mais avec la dette américaine qui a plus de 1000 milliards de dollars, si je dis pas de bêtises, dette qui ne sera jamais comblée. C'est comme la dette de la Grèce qui, en 2008, hop, on claque des doigts, et la dette de la Grèce qui disparaissent. Donc les dettes des États, finalement, en fait, ont pas de sens et n'ont pas non plus vocation à être comblées. Ah ouais, non, c'est clair que les dettes ont aucun sens. En fait, les banques centrales considèrent que les pays sont solvables à partir du moment où ils peuvent payer les intérêts sur leurs dettes. Sauf que si t'es un particulier et que tu fais un crédit immobilier à 100 000 euros et que t'arrives à payer tes intérêts tous les mois, certes, mais si tu vas voir ton banquier et que tu dis, bah en fait j'aimerais encore prendre 100 000 euros s'il vous plaît, et même si t'es peut-être encore capable de payer les intérêts, il y a de fortes chances que le banquier il te dise, monsieur, faut vous calmer parce que là, le taux d'endettement, etc. Et ce taux d'endettement de 33% qu'on impose aux ménages pour faire un crédit immobilier, bah les pays ils l'ont pas. Parce que quand tu me dis 1000 milliards pour les États-Unis, la France, je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est dans ces eaux-là aussi, il me semble. Mais tu prends le PIB français par rapport à la dette et t'es à bien plus de 33%. Donc en fait, oui, on peut payer les intérêts, mais malgré tout, on remboursera jamais la totalité du prêt, entre guillemets. Donc c'est juste ouais, de l'argent infini. Et comme je voulais dire au tout début, bah, le problème c'est que sortir de ce système, ça va pas se faire sans douleur parce que bah, les gens sont habitués à pouvoir avoir ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et quand on va leur dire ah non maintenant là on peut plus imprimer d'argent, bon après je sais pas si ça arrivera hein, parce que on est tellement ancré dans l'habitude et dans ce système que peut-être on n'en sortira pas. Mais si on passe par exemple à un système monétaire basé sur Bitcoin qui incite les gens à épargner parce que sur le long terme ça prend de la valeur. Je pense qu'il y en a certains, ça va être très très compliqué parce que tu pourras plus t'acheter tel ou tel truc comme avant et ça va pas être une transition facile si elle s'opère. Tout à fait. Ouais. Alors pour remettre l'église au centre du village, la dette américaine actuellement est à 31 400 milliards de dollars. Je Ouais, pense qu'au voilà, et niveau 1000 milliards, c'est la France, non, c'est ça? ça doit, faudrait que je regarde en détail. Là, pareil, j'étais en train de regarder la dette de la Grèce qui a été oubliée en claquant des doigts par la Banque Centrale Européenne. Là, ce que je vois actuellement, c'est que la dette de la Grèce est à plusieurs centaines de milliards d'euros en 2021. Donc c'est pour se donner un petit peu aussi un ordre d'idée de ce qu'est réellement une dette, en fait. C'est quelque chose c'est même pas extrêmement compliqué à éponger, c'est quasiment impossible en fait en réalité. Il faudrait que pendant des années, toute la population du pays travaille et donne quasiment entièrement l'entièreté de son salaire à l'État pour pouvoir l'éponger. Donc en réalité, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Alors, on parle de gaspillage, on parle de dette. Tu disais que Bitcoin t'a permis de pouvoir réfléchir un petit peu mieux à tout ça, de pouvoir peut-être changer un peu tes pratiques au quotidien. Et puis concrètement, est-ce qu'il y a d'autres points qui feraient vraiment, on parle de Bitcoin, donc là on parlait de Bitcoin du point de vue idéologique, est-ce que du point de vue entre guillemets technique, Bitcoin évite aussi le gaspillage? Point de vue technique, qu'est-ce que tu entends par là par rapport au réseau Bitcoin? Par rapport au réseau Bitcoin, en fait Bitcoin, il y a l'aspect fondamental, l'aspect idéologique qu'il y a derrière, on vient d'en parler, mais il y a également l'aspect technique avec le minage de Bitcoin. Est-ce que le minage de Bitcoin, qui est souvent décrié au niveau du fait que ce soit pas écologique, qu'on gaspille beaucoup d'électricité, etc., est-ce que justement il n'y a pas une réflexion aussi qui est en cours par rapport au minage de Bitcoin? Bien sûr, bah déjà comme tu m'en avais parlé avant qu'on enregistre, et je vais reprendre ton expression de remettre l'église au centre du village, mais si le réseau Bitcoin s'imposait comme système d'échange mondial, alors oui, ça représente 0,01% de la production électrique mondiale, le réseau de Bitcoin, pour moi, ce qui est insignifiant. Mais si on compare avec tout ce qui est système bancaire actuel, avec tous les serveurs que ça demande, etc., alors j'ai pas la stat en tête, mais je mets ma main à couper que tout le système bancaire international avec les réseaux de paiement Swift, Mastercard, etc., mais on est à bien plus que ça en consommation
Et en impact écologique, ça doit être mais colossal. Déjà de ce point de vue-là, Bitcoin, il serait forcément un meilleur candidat. Et sinon, Pour te donner une idée, il y a quelques mois, c'était il y a presque un an, j'avais réalisé une vidéo justement pour comparer la consommation du minage du Bitcoin, donc avec des différents types de machines, puisque de toute façon, on le sait, hein, il y a des machines qui sont plus ou moins ce qu'on appelle efficientes, c'est-à-dire qui peuvent avoir un taux de calcul très important avec une consommation électrique bien moindre que d'autres. Et pour se donner une idée, la consommation électrique du Bitcoin par an est à 163 TWh par an. Donc c'est une consommation qui est évidemment très importante. Si on compare avec l'agriculture c'était 3760 TWh par an. Donc c'est plus de, allez, on va dire... fois 30, quoi, ouais, fois 25, fois 30. Bon, après, l'agriculture, mais évidemment, hein, c'est quelque chose qui est essentiel, même si, bon, là, on parlait de gaspillage et de réflexion par rapport à la quantité. Bon, l'agriculture intensive n'a pas forcément de sens pour différentes raisons. Alors, si on compare la consommation du Bitcoin électrique par rapport à la consommation d'un pays comme l'Égypte, hein, l'Égypte, c'est 160 TWh par an. C'est l'équivalent de la consommation du Bitcoin. Mais tu parlais de la finance traditionnelle, et c'est là où c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Comparer en fait en réalité le cas premier d'utilisation du Bitcoin, et bien du coup, le système classique financier, il y avait un article qui était paru il y a quelques années là-dessus, et il y a eu évidemment quelques études à ce sujet. La donnée que j'avais trouvée était que le système financier classique utilisait 4981 TWh par an, soit l'équivalent presque de 31 fois plus que la consommation énergétique du Bitcoin l'année dernière. C'est plutôt beaucoup. C'est pas mal, ouais, en effet. Et surtout, si ça date de quelques années, ça a encore bien dû augmenter, alors que je pense que la courbe de consommation de Bitcoin, elle est pas... c'est pas une exponentielle, quoi. C'est une courbe croissante tout doucement. Plus ou moins. Alors franchement, ça dépend. On a encore Riot Platform, enfin Riot Mining, la plus grosse entreprise de minage aux US qui hier postait une photo d'un Boeing rempli d'ASICS qui arrivait dans l'une de ses fermes de minage. Donc la consommation électrique du minage du Bitcoin augmente drastiquement. Ça c'est sûr, mais par rapport à la finance traditionnelle, c'est sûr que ça n'est rien, hein. Tu parlais d'un très faible pourcentage au niveau mondial, c'est absolument clair, quoi. Mais sinon, pour comparer, donc, enfin, pour utiliser le minage de Bitcoin aussi, donc pour éviter le gaspillage, enfin, là, c'est pas vraiment éviter le gaspillage, mais c'est rendre, on va dire, l'énergie plus verte. C'est que le minage de Bitcoin, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais ça pourrait permettre de développer de plus en plus les ENR, et donc augmenter nos capacités de production électrique dites vertes. Parce que les ENR, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, déjà, on a parlé dans beaucoup de pays, ils ont du mal à les mettre en place parce qu'ils n'ont pas de consommation à côté, donc pas de ville, pas d'usine ou quoi à alimenter électriquement, donc ça sert à rien de construire un barrage en plein dans la jungle, si pour derrière, c'est pour rien alimenter. Mhm. Et mettre une ferme de minage à côté de ce barrage dans la jungle, ça permet d'avoir une consommation électrique, mais de pouvoir faire ton barrage en avance, et ensuite de développer tes installations autour. Et ça peut également servir donc pour les ENR plus classiques qu'on peut avoir même en France, des éoliennes et tout, parce que ça va être utile à la flexibilité du réseau électrique. Alors ouais, là il y a plusieurs points dont tu parles, et puis on va à la limite les scinder parce que c'est 3 points qui se rapprochent, mais qui forcément sont liés au gaspillage d'électricité ou la création d'électricité. Mais déjà la première chose, c'est, tu le disais, les énergies renouvelables. Il y a le photovoltaïque, l'hydroélectrique, et puis on le voit au Salvador avec l'énergie des volcans, hein, le volcanique. Ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est des énergies qui concrètement sont inépuisables ou quasi inépuisables. Par conséquent, quel que soit l'endroit où on décide de mettre en place une ferme de Bitcoin, ou bien un système qui permet de pouvoir obtenir cette électricité-là, de toute façon, c'est pas de l'électricité qui va être prise à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une première chose. L'énergie n'est pas gaspillée. Par contre, tu as tout à fait raison de le souligner. Tu parlais des barrages, ou même, en fait, c'est le cas également, hein, des centrales électriques, que ce soit centrales au charbon ou centrales nucléaires. Vous le savez certainement pas, mais on va prendre l'exemple du barrage. Un barrage est toujours construit de telle manière à ce que, par rapport à la ville d'à côté, la consommation, enfin plutôt le gain énergétique quotidien soit bien supérieur à ce qui est nécessaire pour la population d'à côté. Ah oui, de toute façon, c'est logique de surdimensionner un petit peu si la ville s'agrandit,
etc. S'il y a des usines qui viennent. Si tu as une ville qu'on va dire bêtement qui consomme 10 kilowatts, enfin 10 kWh, et que tu fais une centrale de 12, bah tu sais que déjà, si tout le monde se met à brancher plus d'aspirateurs ou de trucs, bah ta centrale elle sera plus suffisante. Ouais, alors après, c'est pas juste une question de. Tu prends l'exemple d'aspirateur et on a compris que c'était un petit Ouais, non, exemple. mais là, je prends vraiment avec une faible puissance, tu Ouais. vois, pour imager. Mais c'est pareil, quoi. Si tu fais une centrale qui propose 200 mégas, si t'as une grosse usine industrielle qui veut s'installer, enfin, les puissances électriques soutirées par les gros industriels, mais c'est colossal. Tout à fait. Donc, t'es obligé de créer un barrage. Enfin, t'es obligé de créer un barrage bien surdimensionné. Et puis, dans tous les cas, le barrage, tu le dimensionnes aussi par rapport à ta rivière. Par exemple, tu vas pas faire la moitié de la rivière, tu prends tout. Bien sûr. Hein. Et puis finalement, on arrive au point que tu étais en train de développer, qui était le troisième point là-dedans. Tu parlais de de la consommation énergétique de la population ou des villes d'à côté, qui évolue en fonction évidemment des heures, mais également au niveau du climat. Et donc, on l'a vu aux États-Unis pendant l'hiver, où concrètement, il y avait des tempêtes de neige qui étaient absolument dingues. Et je vais te laisser en parler puisque c'était le point que tu étais en train d'aborder. Mais en fait, la consommation énergétique utilisée par les fermes de minage lors de périodes de besoin peut évoluer. Et voilà, c'est ça. Donc, comme tu le disais, quand on surdimensionne les installations, au moment creux où il y a peu de consommation, bah, les fermes de minage peuvent tourner. Donc, pour permettre d'avoir une rentabilité, de sécuriser le réseau Bitcoin aussi au passage quand même. Et dans les périodes vraiment de grosses tensions en termes de demande électrique, donc comme tu l'as dit au Canada quand il y avait eu les tempêtes, qu'il y avait des centrales qui étaient à l'arrêt, etc., bah là forcément tu peux réguler la puissance soutirée, voire totalement arrêter la ferme bien entendu, pour délester de la puissance sur le réseau et donc que toute cette puissance électrique soit disponible pour les utilisateurs particuliers ou industriels qui sont, on va dire, prioritaire sur le minage de Bitcoin. Et c'est ça le gros avantage des fermes, c'est que c'est très très flexible. Exactement. Et qu'il n'y a pas de... Il n'y a aucun risque à arrêter les fermes en fait. Alors oui, il y a une perte de rentabilité, mais ça c'est prévu dès le début. Tu sais que tu vas avoir des temps d'arrêt parce que ça a été convenu comme ça avec le fournisseur électrique, parce que tu touches ton électricité peu cher. Mais à côté de ça, tu fais des concessions pour que au niveau du réseau, ça se passe au mieux pour les autres utilisateurs. Ouais, et puis il y a une véritable discussion qui est menée entre les fermes de minage et puis les entreprises qui gèrent la consommation électrique au niveau d'un État aux États-Unis ou c'est pareil dans certains autres pays. Et à partir du moment où il y a de la communication, derrière ça fonctionne super bien. Alors le point de départ, c'était le gaspillage d'énergie. On l'a dans le sens, dans ce que tu étais en train de formuler, c'était de dire que la consommation électrique d'une ferme de minage et des fermes de minage peut évoluer en fonction des besoins de la population. On n'est pas véritablement dans un gaspillage d'énergie, mais plus pour une utilisation de l'énergie qui serait moins pertinente puisque du coup on le prendrait à la population. Il y a aussi autre chose, c'est de se dire que par exemple, on entend assez souvent parler, lorsqu'on extrait du pétrole, c'est le cas notamment aux États-Unis, on extrait deux choses en fait. On extrait d'une part le pétrole, qui est du coup utilisé, et ensuite il y a le fameux circuit du pétrole qu'on connaît. Et puis en parallèle, lorsqu'on extrait du pétrole, il y a aussi des gaz naturels qui s'échappent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'industrie du pétrole, au niveau de ces points de sortie, soit on conserve le gaz, soit on conserve le pétrole, mais on ne conserve jamais les deux. Et donc généralement, on conserve le pétrole et le gaz, on le flambe. Ce qui, en plus de ça, est une aberration écologique, puisque ça va créer du dioxyde de carbone qui va partir dans l'oxygène, et puis on sait que c'est l'un des points qui va favoriser l'effet de serre. Mais surtout, ce gaz naturel, en fait, plutôt que de le gaspiller, on peut l'utiliser. Et il y a de plus en plus de fermes de minage qui viennent poser des containers. Alors quand je dis ferme de minage, en fait, c'est pas juste ferme de minage, c'est aussi des grosses entreprises qui exploitent du pétrole, qui viennent poser des containers avec des ASICs qui minent du Bitcoin, juste à côté de ces points d'extraction de pétrole et de gaz naturel. Donc ça, c'est aussi un moyen d'éviter le gaspillage, et puis en plus, en parallèle, d'avoir quand même un aspect écologique qui est quand même beaucoup plus pertinent. Ouais, voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. Ouais, c'est le cas.
La dernière chose qu'on pourrait peut-être rajouter aussi, c'est le gaspillage d'un point de vue entre guillemets électronique. Satoshi Nakamoto le disait dans certains de ses posts, il anticipait le fait que le minage du Bitcoin devienne un jour ou un autre dans les dizaines d'années futures véritablement une industrie avec des réelles fermes de minage, enfin des entreprises dont l'objectif est de miner du Bitcoin. Et finalement, bah, une fois de plus, il avait raison et il prédisait le futur. On peut également réutiliser ces machines plutôt que comme les ordinateurs un peu à gauche à droite, on les envoie à la benne et ensuite on n'en fait pas le recyclage et on les laisse dans un trou paumé. Bah, on peut réutiliser les ASICs qui vont certes consommer pas mal en consommation électrique, mais qui derrière peuvent permettre de chauffer des bâtiments, des piscines, des lieux de vie. Et ça, c'est un point qui est quand même assez intéressant. Plutôt que d'utiliser du fuel, en fait, on peut réutiliser des puces informatiques qui de toute façon sont construites pour des durées d'utilisation qui sont très importantes. Et finalement, c'est un moyen de plus de réutiliser du matériel informatique qui est celui des ASICs, quoi. C'est beau, c'est beau. Le recyclage et surtout, moins consommer inutilement, hein, c'est le message qu'on transmet. Mais bon, je pense que les gens qui nous écoutent, ils ont déjà pris conscience de ça. Certainement, ouais. Mais après... La plupart. Après, c'est pas interdit de consommer, hein, faut pas non plus être extrémiste. Oui, bien sûr, mais évidemment, un point qui est important, c'est que souvent, on a tendance comment dire, à se réhabituer à acheter dès que l'on peut, parce qu'on a de l'argent disponible, alors qu'en fait, en réalité, mieux vaut de temps en temps y réfléchir, entendre ce discours du attention, ça sert à rien de tout dépenser, mieux vaut dépenser intelligemment. Ah ouais, ça va très vite, hein. Ça va très vite de reprendre la mauvaise pente. Ah, dans tous les cas, à chaque fois que tu souhaites faire un achat, le mieux c'est de pas le faire tout de suite, de rentrer chez toi, d'y réfléchir et de poser le pour et le contre. Et je suis sûr que dans 95% des cas, en fait, t'achèteras pas le truc. Et si c'est contre, achète du Bitcoin.